nos cultures était en perte de vitesse. C'est-à-dire que d'une génération à la suivante, les gens ne maîtrisent plus leurs langues ancestrales et ils ne maîtrisent plus les pratiques culturelles y associées. Les réalités africaines, les réalités camerounaises ne sont pas toujours traduisibles dans les langues occidentales. Je voudrais vous inviter à voir comment on peut retrouver cette tradition ainsi que ces langues africaines dans nos œuvres qui sont écrites en français et en anglais. On a évoqué l'éducation, mais cette éducation ne peut pas se contenter d'être monolingue. Nous avons besoin non seulement d'entrer dans notre culture par notre langue, mais aussi de découvrir la langue des autres. On est en train de dire comment on va pouvoir adapter la pensée africaine à la modernité, alors que la modernité a déjà été conçue sur la pensée africaine. La vie est la plus grande des valeurs. C'est pour ça que le beau, le juste et le vrai doivent s'ordonner pour la production de la vie. Que les tam-tams résonnent, que la fête soit belle. Madame le ministre de la Culture va poser le geste symbolique, la coupure du... Joie des chaleureuses retrouvailles à l'africaine. Solennité digne des grandes cérémonies officielles. Et puis, avec des invités de marque, cette curiosité liée comme à ce commun désir de vivre pleinement les toutes premières J2C, journée de communication du Cerf de Tola à Yaoundé au Cameroun, et surtout d'en découvrir sur la forme comme dans le fond la palabre scientifique tant annoncée par une bonne campagne médiatique. Telle est l'atmosphère générale, ce 8 octobre 2013, au siège admirablement décoré du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, situé au quartier Bastos. Les résultats auxquels nous serons parvenus au terme de cette palabre scientifique doivent poser les jalons d'une vision et d'un engagement nouveau. Les journées de communication du Cerf de Tola visent d'abord à faire connaître le Cerf de Tola, donc à le présenter, à communiquer sur le Cerf de Tola et à communiquer avec le Cerf de Tola. Ce sont des journées qui s'imposaient non point simplement pour ouvrir des portes, mais parce que le Cerf de Tola, qui est une organisation intergouvernementale africaine, a atteint, nous pensons au jour d'aujourd'hui, le rayonnement international qu'ont espéré en le créant il y a environ près de 35 ans, un peu plus de 30 ans, les pères fondateurs, c'est-à-dire les États membres aujourd'hui d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, je dois avouer que le Cerf de Tola est sorti de la seule Afrique centrale tout en restant une organisation régionale, en embrassant n'est-ce pas, une vocation internationale depuis 2010. Et c'est à fêter, présenter ces évolutions qu'il était urgent de convoquer l'opinion nationale et internationale pour, une fois de plus, mettre en exposition l'institution et dire ses missions, dire ce qu'elle fait. Nous saisissons également l'occasion de ces journées, pas seulement pour faire des portes ouvertes, mais pour donner à réfléchir sur le destin même, la mission qui est celle du Cerf de Tola,
c'est-à-dire veiller, sauvegarder, promouvoir l'identité africaine et élever à partir de sa culture l'homme africain en permettant le développement d'une ontologie africaine véritable, respectueuse des valeurs partagées de l'Afrique qui sont évidemment fondatrices de civilisation et porteuses d'espoir à la fois pour l'intégration africaine, pour le développement durable et pour la paix. Invité vedette de ces J2C, aussi attendu qu'annoncé, à la fois suivi et poursuivi, partout et chaque fois, ou presque, le célèbre conférencier Joseph Jean-Philippe Omotunde, historien, égyptologue, afro-caribéen d'origine guadeloupéenne, dont les travaux sur l'antériorité de la culture africaine relativement à la civilisation occidentale font autorité dans tous les siècles et milieux scientifiques du monde entier, se veut alors démonstratif, direct, clair, précis. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un questionnement, en réalité, qui n'a pas de raison d'être. C'est-à-dire, est-ce que l'Afrique, par ses langues, par sa culture, par sa façon de voir le monde, est capable d'intégrer la modernité ? Bon, c'est un paradoxe quand même assez surprenant parce qu'il y a une chose que l'on ne voit pas, c'est que ce que nous appelons la modernité, ce qu'on appelle même la civilisation occidentale, n'est que la civilisation africaine de la période d'occupation de l'Égypte ancienne, depuis l'arrivée d'Alexandre le Grand jusqu'à l'arrivée des Romains. Et vous voyez que même quand on parle de théologie religieuse, ceux qu'on appelle les pères de l'Église sont nés en Afrique. Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, l'Alexandrie c'est l'Afrique. Bon, donc pourquoi tout s'est passé là ? Parce qu'il y avait déjà un corpus de théologie qui existait. Et ce corpus a servi de matériau pour pouvoir élaborer les corpus des autres. Quand on nous parle de Confucius, mais qu'est-ce que Confucius a dit de plus que nous disions en Afrique ? Savez-vous même que Confucius était un Africain ? Si vous allez à Shanghai, à la fondation de Confucius, voir la plus ancienne statue de Confucius, vous allez voir que Confucius était noir. Les penseurs tels que Bouddha, c'était des noirs. Vishnu était noir, Krishna était noir. Et savez-vous qu'Osiris, qui était noir aussi en Afrique, est mort avec une couronne d'épines d'acacia ? Il est descendu aux enfers, jugé les vivants et les morts. Et il est ressuscité le troisième jour, monté à la droite de Dieu. Donc vous voyez bien que l'Afrique n'est pas étrangère au concept de la modernité parce que c'est elle qui les a générés en son sein. Maintenant, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que quand je prends une idée, à savoir par exemple l'introduction de la raison dans le discours, mais l'introduction de la raison dans le discours, c'est directement notre patrimoine de l'Afrique pharaonique, avec notamment le texte « Comment l'existant vint à l'existence ». Parce que dans le texte « Comment l'existant vint à l'existence », on voit que on a déjà un créateur qui dit que lorsqu'il est arrivé à l'existence, il a engendré la multiplicité des existences, ce qui a créé de fait son existence à lui. Donc c'est la théorie de l'un et du multiple qui dit que quoi ? Il est à la fois parcelle et totalité de sa création. Maintenant, quand vous prenez l'atome, puisqu'on l'appelait atome, thème, qui donne atome, atomos qui donne atome. Mais que la matière est constituée d'une parcelle infime qui s'appelle l'atome. Et au fur et à mesure, c'est l'association de ces atomes qui crée une matière avec la forme qu'elle a et avec l'épaisseur qu'elle a. Mais tous les êtres vivants, tout ce qui existe est composé de la même façon. Donc, ce que nous constatons deux choses. Nous constatons que, par exemple, avant, quand vous aviez un téléphone portable, il y avait une antenne. Rappelez-vous, la première génération de téléphones portables. Il y avait une antenne. La question, c'est pourquoi les téléphones d'aujourd'hui, ils n'ont plus d'antenne ? Et pourtant, vous pouvez appeler, mais quand vous regardez le téléphone, il n'y a plus d'antenne. L'antenne se trouve maintenant à l'intérieur du téléphone sous la forme d'une plaque. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui a généré
l'apparition de cette plaque. Il y a une science mathématique qui est apparue dans les années 70 qu'on appelle les fractales. Les fractales, c'est la répétition à différentes échelles d'un même modèle. Et qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que la totalité de la culture africaine repose sur les fractales. Quand vous avez un tissu africain, vous avez le motif qui se répète plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on fait les tresses africaines, vous avez le même motif qui se répète plusieurs fois. Donc, à tous les niveaux, on retrouve même dans l'urbanisme, quand on regarde vue du satellite, on fait la photo d'un urbanisme africain, on retrouve encore les fractales. N'oubliez pas que, quand on parle de la spirale, quand on accédait dans le palais du roi, il y avait une démarche comme ça, en spirale, on n'allait pas en ligne droite. Il y avait ce grand tour qu'on faisait qui visait tout simplement à se purifier au fur et à mesure qu'on s'approchait de la demeure royale. Mais c'est ça qu'on appelle les chiffres de Fibonacci, c'est tout ça. C'est-à-dire toutes les grandes théories mathématiques, du nombre d'or, du triangle d'or, tout ça. Mais c'est des choses que nous faisions comme si on jouait aux billes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? La plaque qui est à l'intérieur du téléphone portable est décorée exactement comme un tissu africain. Parce qu'on s'est aperçu que la répétition du même motif permet de générer des champs électriques et électroniques. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des téléphones portables qui n'ont plus l'antenne parce qu'on y a intégré la dimension de la culture africaine. Le problème, c'est combien d'Africains le savent ? Les Européens se sont aperçus que quand ils sont rentrés en Afrique, à l'époque des razzias négrières et compagnie, la multiplicité des langues correspondait à une multiplicité de systèmes mathématiques, de systèmes astronomiques, de systèmes d'urbanisme. Et vous savez que quand vous menez une réflexion scientifique, vous avez quand même besoin d'une base riche qui va pouvoir générer votre créativité. Quel est le problème occidental ? L'Occident écrit d'une seule façon. C'est-à-dire on écrit de la gauche vers la droite. C'est tout. Et le deuxième... Donc ça crée un point de vue binaire du monde. On écrit dans un seul sens. Et l'écriture n'est que des signes. Il n'y a pas d'autre forme d'écriture que ces signes-là. Et en plus, on a une seule langue. Compliqué quand vous êtes chercheur. Maintenant, prenez la dimension africaine de la même chose. Différents systèmes d'écriture. Un son sur un tambouret, une écriture. Un dessin, une écriture. Le signe est une écriture. Une danse est une écriture. Et en plus, vous avez une variété de langues, de peuples, qui fait que vous avez une variété de modèles de recherche. Forcément, comment voulez-vous que face à ça, quelqu'un qui est ingénieur en Amérique ne vienne pas en Afrique pour régénérer sa pensée ? Mais sauf qu'il ne va pas le crier par-dessus le toit. Maintenant, c'est à l'Africain de comprendre que l'atout qu'il a et qu'il a toujours eu pour modéliser la pensée de la modernité, c'est toujours devant lui. La chose, c'est qu'il faut qu'il ait maintenant l'ouverture des yeux, l'ouverture de la conscience pour qu'il puisse voir que tous les progrès qu'on dit de la technologie viennent de là. Vous imaginez que quand on a conceptualisé les mathématiques de l'Afrique, que vous fassiez une addition, une soustraction, une multiplication, une division, vous faites toujours une addition. L'Afrique propose une addition pour les 4 types de calculs, sans jamais poser 3 ni retenir 4. Qu'est-ce que les gens se sont dit ? Si nous voulons programmer la modernité au niveau de tout ce qui est outils technologiques, l'informatique, le numérique, le satellite, la bourse, la carte bleue, toutes ces choses-là, la caisse enregistreuse qui vous permet de payer le code barre que vous mettez, il faut bien un système mathématique qui soutienne toute cette démarche-là. Et c'est de là que les gars se sont dit « Ah mais attendez, quand nous étions allés en Afrique, il y avait des systèmes mathématiques que nous avions vus, où là on ne posait pas 4 pour retenir 3. Revoyant tout ça, vous savez quoi ? Tout simplement, c'est en revoyant le système de réflexion mathématique de l'Afrique qu'on a créé le langage binaire, le langage numérique et toute la technologie que vous voyez jusqu'à la caméra qui fonctionne là et qui vous donne une image codée, la codification de cette image repose sur les mathématiques de l'Afrique. Maintenant, la seule chaîne de télévision que j'ai vue jusqu'à présent qui a fait un documentaire et qui a démontré aux Occidentaux que leur système de réflexion scientifique était africain, c'est la BBC.
La BBC a envoyé des gens en Afrique. Les gens sont venus voir comment les peuples africains faisaient les mathématiques. Et au plein milieu donc, du documentaire, elle dit aux Européens, la dame, ce que vous voyez là, ça vous semble bizarre. Mais quand vous êtes là-bas en Occident, c'est ce que vous utilisez des centaines de milliers de fois par jour. Vous vous rendez compte? Et elle montre les gens en train d'acheter, payer, faire de l'essence, aller au distributeur, retirer de l'argent avec la carte bleue. Elle dit, mais tout ce que vous faites là tous les jours, ce sont les mathématiques de ces gens-là. Donc vous voyez que c'est un paradoxe. On est en train de dire comment on va pouvoir adapter la pensée africaine à la modernité, alors que la modernité a déjà été conçue sur la pensée africaine. Il n'y a pas à peu poser la question comment ça a déjà été fait. Vous imaginez qu'on a trouvé le premier système de calcul au Congo, qui date de moins 25 000 ans, l'os d'Ishango, qui comporte déjà les nombres premiers en mathématiques. Moins 25 000 ans, vous avez déjà les nombres premiers. C'est extraordinaire quand vous connaissez la logique de réflexion qui mène à la création, apparition des nombres premiers. Le gouvernement belge a fait une statue de 7 mètres de haut de cette tablette de calcul africaine qui a été placée devant la faculté des sciences de Belgique. Est-ce que nous sommes au courant de ça en Afrique? Vous imaginez que si l'Europe, c'est-à-dire si le blanc, pour être très clair, a fait une statue de 7 mètres de haut d'un système mathématique africain et l'a placé devant l'entrée de sa faculté des sciences, c'est que lui-même a compris la dimension de la portée de la pensée africaine lorsqu'il s'agit d'élaborer la modernité scientifique. La chose, c'est que comment ça se fait que nous, qui vivons cette culture, nous n'avons toujours pas vu que c'est cette culture qui sert de soubassement à la science la plus moderne. Je vous donne un dernier exemple. Lorsque Moïse dit qu'il a demandé à Dieu comment il s'appelle, Dieu lui répond « Je suis celui qui est », d'où le nom de Yahvé. Allez discuter avec le vieux du village pour lui demander « Nous, qu'est-ce qu'on a dit ?» Dans la théologie africaine, on a dit que on ne pouvait pas appeler le Créateur quand il n'avait rien encore créé. Parce que quelqu'un qui n'a jamais joué au football, vous ne pouvez pas l'appeler footballeur. C'est quand même évident. Vous êtes obligé d'attendre qu'il joue au football, il a trouvé un club, il en a fait sa profession. Là, vous dites c'est un footballeur, mais pas avant. Donc, comme on ne peut pas l'appeler créateur parce qu'il n'a rien créé, la théologie africaine a dit c'est celui qui est. C'est-à-dire c'est celui qui est parce qu'il n'avait rien encore créé, même pas une chose. D'où le nom qu'on a donné, par exemple, en Égypte ancienne, Képri. Celui qui est. Il est juste là parce qu'il n'a rien encore créé. Donc, vous voyez que la pensée africaine explique tout. De toute façon, pour peu qu'on s'y intéresse avec un regard de quelqu'un qui ne sait pas, un regard d'aliéné culturel. L'historiographie, c'est l'ensemble des manières d'écrire l'histoire qui varient d'une période à l'autre. Donc la première chose pour les intellectuels et les chercheurs africains, c'est de faire la critique de ce qui est connu et d'essayer de reconstituer une image aussi précise du continent que possible qui colle par rapport aux enjeux du présent. Dans notre session, on a eu plusieurs visions de ce que c'est que l'historiographie de l'Afrique, c'est-à-dire les manières dont on a écrit l'histoire du continent jusque-là. Il y a des versions critiques, il y a des versions égyptocentrées, il y a des versions un peu plus neutres qui veulent s'appuyer sur des bases, disons, scientifiques un peu plus solides. Et c'est un peu le mélange de tout cela qui fera l'historiographie de l'Afrique du futur. Donc pour essayer de nous mettre en phase avec les changements du continent. Ils sont lents, ils existent et ils permettent d'être optimistes. L'Union africaine progresse, peut-être plus lentement que nous l'aurons souhaité, mais l'idée pour nos éducateurs, c'est de
mettre dans la tête de nos enfants une idée d'une Afrique victorieuse, future, qui sera forte. Et cela commence à la maternelle. C'est pour ça que l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO va être utilisée pour écrire de nouveaux manuels scolaires qui, la volonté politique africaine aidant, peuvent être enseignés à tous les élèves africains du primaire jusqu'au lycée, voire dans les universités. La création d'une destinée manifeste pour un continent passe par là. Il n'y a pas de raccourci. Quand un peuple perd, n'a plus de rapport avec son passé, avec ses ancêtres, ce peuple décline. Donc c'est ça qu'on peut tirer de la première conclusion. Maintenant, quand ce peuple se réapproprie les valeurs de son passé, il passe à la Renaissance. Alors, qu'est-ce que peut être la Renaissance africaine? Alors, c'est ça. Donc, nous avons vu aussi que l'Afrique aussi a, dans son histoire, dans nos historiographies, a plusieurs événements importants. Par exemple, l'homme est né en Afrique. Qu'on soit chinois, qu'on soit allemand, qu'on soit français, américain, on est tous des descendants africains. Et c'est aussi en Afrique qu'il y a eu une des plus grandes civilisations que le monde ait connue, l'Égypte pharaonique, avec des pyramides, les mathématiques, la religion, l'organisation sociale comme la maths. Et cette civilisation a duré 3000 ans, avec un apport culturel extraordinaire. Imaginez alors, je vous donne, c'est à vous, me poser la question, imaginez que par hasard, on se réapproprie les valeurs de l'Égypte pharaonique, l'architecture, la médecine, l'organisation sociale, la littérature, l'écriture, puisqu'on dit que les Africains n'ont pas une écriture. Et pourtant, dans les parois égyptiennes, dans les parois des temples égyptiens, on a les médunetères, les hiéroglyphes. Qu'est-ce qui c'est? Et ces hiéroglyphes sont en langue africaine. Les preuves scientifiques sont aujourd'hui. Donc nous avons une écriture, nous avons une langue. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Ces valeurs-là, l'architecture, la médecine, l'organisation sociale, comment on voit la vision du monde. Je vous assure que si l'Afrique se réapproprie de ces valeurs-là, je ne vous donne pas un siècle, nous serons rétablis là où on était. En fait, l'une des décisions majeures qu'il faudrait prendre si on veut changer le cours de l'histoire, s'il faut que l'Afrique reprenne sa place, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire du monde, il faudrait nécessairement revenir sur le contenu des programmes. Et le contenu éducatif, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, devrait radicalement changer. On doit avoir une rupture, j'allais dire une rupture profonde, n'est-ce pas, par rapport aux programmes qui nous sont enseignés aujourd'hui. Mais vous savez que l'éducation repose sur un pilier fondamental qui est d'abord celui de la religion. Peut-on vouloir refaire les contenus éducatifs alors qu'on ne s'est pas attaqué, n'est-ce pas, à la compréhension, n'est-ce pas, et l'influence des religions étrangères qui nous sont imposées, c'est-à-dire le christianisme et l'islam et bien d'autres religions étrangères. Ce sont ces religions-là les religions sont à la base, sont le socle, n'est-ce pas, d'un contenu éducatif. Et le contenu éducatif qui nous est enseigné par les religions étrangères sont des contenus éducatifs qui mettent l'individualité au centre de la communauté, alors que l'éducation africaine met la communauté, n'est-ce pas, au centre des préoccupations sociales. À partir du moment où nous avons une éducation qui est celle que nous avons aujourd'hui, qui s'oppose à nos valeurs anthropologiques, n'est-ce pas, comment peut-on faire une émergence en 2035 ou en 2100? C'est pour cela que, en vérité, il suffit aujourd'hui qu'un appel sérieux soit lancé pour que les forces se mobilisent. Et ces forces-là, me semble-t-il, sont d'abord celles qui portent les armes miraculeuses de l'intelligence, de l'engagement militant, de la volonté d'éclairer la voie de l'action africaine ou l'action de l'homme africain. La crise que nous vivons nous donne aussi l'occasion de voir les multiples façons
par lesquels les Africains prennent position sur la réalité qui vient à nous. Et les positions ne sont pas homogènes. Les positions sont très antagonistes. Il y en a qui pensent que nous devons seulement nous agréger au monde comme il est là. Nous devons nous fondre dans le monde. Nous devons nous diluer, comme disait Césaire, dans le monde. Non, nous devons apporter dans le monde les besoins qui sont ceux de l'Afrique, les besoins qui sont ceux de l'Afrique, et ces besoins qui sont ceux de l'Afrique être confrontés aux offres que le monde nous apporte. Et ce qui arrive maintenant, c'est que les offres que le monde nous apporte, eh bien, ne nous conviennent pas. On nous demande sous forme d'injonction, sous forme d'impératif, de nous adapter au monde. Non, nous ne voulons pas nous adapter au monde. Nous voulons avoir une présence africaine active dans le monde, qui puisse être en dialogue, en partenariat d'égal à égal avec les autres. Or, ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est que les autres disent la nouvelle perspective, c'est celle-ci. Vous allez faire un état de droit démocratique. Mais nous savons que derrière des parolles de ce genre, c'est en fait le démantèlement des États. Et donc le chaos généralisé dans lequel nous nous trouvons. Donc il est essentiel de percevoir cela. On dit peace building. Mais en fait, les États ont été d'abord fragilisés. On a enlevé à nos États les moyens de la souveraineté. Ils ne peuvent pas avoir de fonctionnaires pour s'occuper de l'école, pour s'occuper de la santé, pour s'occuper du travail social, pour garder les frontières, pour garder ceci. Quand les États comme ça explosent, eh bien on dit peace building et que d'autres viennent prendre la décision d'organiser tout cela. C'est cela que nous disons. On dit bonne gouvernance. Mais bonne gouvernance, la gouvernance de quoi et pour qui, dans quel ordre? Est-ce que cette gouvernance nous convient? Donc il y a un certain nombre de concepts comme ça que couramment on utilise mais qui n'ont aucune lieu-tenance par rapport au règlement. Rien de problème, c'est des discours, c'est des jeux de langage qui ne correspondent pas à nos exigences. Notre exigence, c'est que nous devons envoyer plus de jeunes se former dans les écoles pour être de bons médecins, de bons managers, de bons scientifiques et que nous organisions un monde qui soit un monde face au monde qui vient à nous. La question se pose aujourd'hui de savoir comment nous insérer dans le monde globalisé. Alors, je pense que nous n'avons pas à nous insérer dans le monde globalisé. Nous devons bâtir un monde à la mesure de nos aspirations, à la mesure de nos besoins. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, eh bien, nous parlons bien entendu du grand continent africain, mais également de la diaspora africaine ou des diasporas africaines dans les Amériques. Parce que nous associons les diasporas africaines, et les diasporas africaines d'ailleurs elles-mêmes s'associent au projet d'édification d'un grand ensemble continental, un ensemble à la dimension des enjeux de notre temps. Alors pour cela, il nous faut bien entendu des hommes bien formés. Il nous faut des scientifiques, il nous faut des médecins, il nous faut des ingénieurs, il nous faut des techniciens de tous ordres. Et c'est la raison pour laquelle nous devons renforcer notre système d'éducation. Et nous savons que depuis les années 87, depuis les années d'ajustement structurel, eh bien, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont imposé le démantèlement de notre système éducatif. On a affaibli ces systèmes éducatifs. À un moment donné, on a arrêté la formation des instituteurs, justement pour empêcher la formation d'une élite africaine capable de prendre les affaires du continent africain en charge. Alors, donc, notre défi aujourd'hui, eh bien, c'est de bâtir des programmes de formation à la dimension des enjeux de notre temps. Et ces enjeux-là sont scientifiques, ces enjeux sont techniques, ces enjeux sont culturels, mais également politiques. Et il faut des élites qui pensent
la souveraineté de l'Afrique. Et or, il se trouve que depuis une trentaine d'années déjà, eh bien, un mode de pensée d'inspiration postmoderne nous a été imposé, un mode de pensée qui inculque, n'est-ce pas, la mauvaise estime de soi, une